Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver avec un énième auteur Bûcher-Chastel. On a pris l'habitude d'avoir de plus en plus d'auteurs Bûcher-Chastel et on en est ravi parce qu'il y a toujours des talents derrière eux. Ce soir, c'est JMR, Jean-Marcel R, pour les intimes, avec son 9e roman, Les autres ne sont pas des gens comme nous, aux éditions donc Bûcher-Chastel. C'est votre 9e roman, Jean-Marcel, mais vous avez déjà écrit sur tous les supports. Le théâtre, la télévision, le cinéma, mais aussi tous les genres ou presque. Ça va être aussi intéressant d'en parler, que ce soit la jeunesse, les nouvelles, puisque certaines en sont issues dans ce roman, la bande dessinée, et tous ont ce point commun. On parlera ensuite des genres, mais tous ont ce point commun, c'est l'humour. Alors pour débuter, j'aimerais qu'on commence par cette question-là, que vous nous disiez aujourd'hui, qu'est-ce que représente l'humour au XXIe siècle, à une époque où pour certains, c'est une arme, pour certains, un moyen de défense, pour d'autres, c'est quelque chose qu'il faudrait censurer. Qu'est-ce que représente cet art-là aujourd'hui? Oh, ça commence par des questions très sérieuses là. Donc bonsoir à tous et merci pour votre invitation. Puis merci à toutes et à tous d'être là. L'humour, c'est vrai que c'est le point commun entre tout ce que j'écris, que ce soit les romans, que ce soit le théâtre, que ce soit le- la télévision, la bande dessinée, comme vous l'avez rappelé. Ce n'est pas forcément un choix très conscient réellement sous ma plume lorsque je me suis mis à écrire. Et ce n'est que petit à petit que j'ai pu réfléchir à cette donnée dans l'écriture, à l'importance de l'humour. Il n'est pas évident de définir l'humour, que ce soit au XXIe siècle ou que ce soit dans les siècles précédents. Ce qui est sûr, c'est que l'humour est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement clivant. Ça crée, ce n'est pas vraiment un élément qui réunit, mais c'est plutôt un élément qui nous sépare aujourd'hui. On a vu avec de très nombreux exemples, du plus tragique au plus ridicule, que on avait beaucoup de mal à rire ensemble et que l'humour est extrêmement discuté, extrêmement remis en cause, extrêmement censuré aussi, alors qu'on imagine au départ que c'est un élément de réunion. Donc moi, j'ai écrit dans une optique de faire rire le maximum de personnes en même temps que moi. C'est-à-dire que j'imagine que ma façon de voir le monde, ma façon de rire de ce qui nous entoure, pourra parler à certaines personnes et pourra créer comme ça une communauté et un sentiment commun. Mais les réactions me montrent que ce n'est pas toujours le cas et que on peut avoir des humours manifestement très différents qui font que l'incompréhension se crée et que parfois les réactions peuvent être assez violentes. Je ne peux pas dire que moi-même j'ai vécu des retours violents ou des choses qui m'ont mis en difficulté, mais je le vois autour de moi que ce n'est pas facile aujourd'hui de raisonner en termes d'humour. Oui. Texte, on va évidemment en parler en long et en large. Évidemment, c'est extrêmement drôle, mais c'est aussi un regard percutant sur notre société. On va beaucoup en parler, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais comment vous avez appréhendé cette manière déjà d'utiliser un personnage dont on va aussi parler, que vous avez déjà utilisé dans un précédent roman, mais un personnage tétraplégique, féminin, qui n'est évidemment donc pas vous concrètement, à une époque où l'appropriation culturelle est de plus en plus présente, en tout cas outre-Atlantique. Euh, et j'en sais quelque chose puisque j'avais reçu Janine Cummins, que vous citez également dans le livre, que j'avais reçu dans une rencontre comme celle-ci. Euh, Est-ce que vous aviez, j'ai bien compris que vous n'aviez pas peur du tout de l'accueil du public par rapport à ce que vous disiez. Mais est-ce que, j'aimerais connaître vos ressentis, vos ressorts quand vous écrivez ce genre de texte, où vous mettez le curseur? C'est très intéressant par rapport à ce personnage. Vous l'avez rappelé, c'est un personnage qui apparaît déjà dans un de mes romans précédents, qui était Qui a tué l'homme au Mar en 2019. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 2019, donc j'ai écrit le roman, j'avais commencé en 2017. Lorsqu'en 2017, j'avais mis en scène un personnage tétraplégique, une femme dans une situation très particulière, je ne m'étais absolument pas posé la question de la réception et de mon, entre guillemets, mon droit à m'approprier une identité qui n'est pas la mienne. 5 ans plus tard, beaucoup de choses ont changé par rapport à ça. Venu d'outre-Atlantique, des États-Unis, on a vu beaucoup de remises en cause de cette possibilité de faire parler des gens qui ne sont pas nous.
ou pour des comédiens d'incarner des personnages qui ne sont pas eux-mêmes. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Donc j'étais content de reprendre ce personnage pour pouvoir traiter cette question qui me paraît fondamentale et de parler de ces réactions qui me paraissent graves. Parce que pour moi, c'est la négation de la littérature. Si on ne peut plus parler que de soi, c'est la négation de l'activité de création. On écrit, il me semble, d'abord pour sortir de soi, comme on lit aussi pour sortir de soi. On lit pour vivre d'autres vies, on écrit pour sortir de notre identité, explorer d'autres identités, d'autres façons de vivre. Et si tout à coup on nous impose de ne plus parler que de ce qui nous correspond, c'est, à mon avis, une restriction terrible du champ des possibles. Donc, j'ai eu à cœur de retrouver ce personnage, d'abord parce que ce personnage me parlait beaucoup, intimement. C'est un personnage qui m'a beaucoup touché et que j'avais envie de retrouver, que j'avais envie de faire parler. Et c'est ce qui a donné naissance à ce livre. C'est-à-dire, d'habitude, j'écris un livre en partant d'une idée d'histoire. Pour la première fois, j'ai écrit un livre en partant d'un personnage, la volonté de la faire parler, de la retrouver. Et c'est dans un second temps qu'est venue la question, qu'est-ce que je peux lui faire raconter? De quoi va-t-elle parler cette fois? C'est d'abord le personnage qui a donné naissance à l'œuvre. Pour moi, ce personnage, il a une vraie existence, il a une vraie personnalité. Et si c'est de l'appropriation culturelle, je l'assume totalement. Et j'espère que, et vu les retours que j'ai sur ce personnage, j'ai l'impression qu'il parle à beaucoup de personnes et que ce personnage a une existence autonome qui justifie de l'avoir intégré à un deuxième livre. C'est aussi une réunion. J'ai eu l'impression que vous aviez fait un roman. Alors, je n'ai pas lu tous vos autres romans, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de personnages qui étaient récurrents aussi. Finalement, vous avez organisé une sorte de festival littéraire de vos personnages, une sorte Oui, de réunion. oui, on parlait donc d'humour et donc de plaisir et de jeu. Pour moi, au départ de l'écriture, il y a vraiment le plaisir de jouer avec l'écriture, de jouer avec la littérature, d'abord de m'amuser, moi, dans cette activité. Il y a plein de raisons pour lesquelles on va à l'écriture. Certaines personnes ont une écriture qui est douloureuse, qui vient d'une souffrance intérieure, quelque chose qui est difficile au quotidien à pratiquer. Moi, c'est l'inverse. C'est un moyen d'évasion, de plaisir, de jeu. Donc, faire intervenir mes personnages précédents, participer à cette idée de jeu, jouer avec les personnages que j'avais créés précédemment. Ça m'a amené à relire mes livres, à relire mes romans, ce que je n'avais jamais fait. C'était aussi une expérience intéressante et très particulière de relire mes livres des années plus tard, retrouver les personnages et m'amuser à les réintégrer, avec l'idée que si quelqu'un n'avait pas lu mes livres précédents, ça ne soit pas un problème. On peut tout à fait lire les autres. Mais je pense que ça apporte un petit plus, quelque chose de supplémentaire, si on retrouve des personnages qu'on a appréciés et qui retrouvent vie ici. Par exemple, Michel H., qui était le personnage principal de mon roman précédent, Le bonheur est au fond du couloir à gauche. À la fin du bonheur est au fond du couloir, Michel H. Disparaît tragiquement et l'idée c'était de voir comment on pouvait le faire revenir et cet homme qui n'avait surtout pas envie de vivre, m'amuser à l'obliger à vivre à nouveau dans une nouvelle histoire. Donc il y a oui dans ces histoires la réunion de tous les personnages que j'avais précédemment mis en scène, en tout cas ceux que je n'avais pas tués, parce que j'en ai tué beaucoup dans mes livres, donc ceux que je n'avais pas tués, j'ai réussi à les faire revenir. J'en ai même réussi ressusciter deux quand même. Je me suis permis d'en ressusciter deux. Mais voilà, ça participe du plaisir. Et pour les gens qui connaissent mes livres, je sais que certains ont été aussi amusés, touchés de retrouver ces personnages. Par rapport à cela, est-ce qu'il y aurait pu y avoir, parce que c'est vrai que ce personnage de Julie, c'est évident qu'il éclabousse totalement le roman, même si on s'attache aux autres, mais celui-ci, il est si singulier, si particulier, si juste, et vous dites qu'il est même assis et qu'il voit entre guillemets, le monde d'une autre façon, et ça, on en discutera peut-être tout à l'heure, mais est-ce qu'il aurait pu y avoir un livre uniquement centré sur ce personnage-là? Est-ce que ça vous est venu à l'idée aussi de ne pas forcément intégrer les autres et d'en faire
une nouvelle héroïne, entre guillemets, d'une aventure littéraire nouvelle? Alors, Julie est déjà dans l'héroïne de Qui a tué l'homme au Montmartre, dans laquelle elle a une part très active puisqu'elle mène une enquête, elle doit résoudre un crime. Donc, elle est déjà l'héroïne d'un roman policier qui a tué l'homme au Montmartre. Ici, l'idée, c'était que Julie est quelqu'un, de par sa condition physique, qui est très contrainte, qui est prisonnière de son corps et dont la vie se réduit par rapport à la vie des gens autour d'elle. Elle dit à un moment que elle est dans un temps circulaire, alors que nos vies correspondent à des temps linéaires qui, de la naissance à la mort, sont rythmés par des étapes de l'adolescence, de la scolarité, de l'entrée dans le travail, de l'entrée dans une vie de couple, de famille, etc., jusqu'à la retraite et plus. Julie, elle, est dans un temps circulaire. Elle a une vie qui se répète jour après jour. Ces étapes de la vie habituelle, elle ne les connaîtra pas. Et donc, c'est quelqu'un qui va vivre par procuration. Lorsqu'on lit des livres, on vit tous par procuration en lisant des livres. C'est une des activités principales. C'est ce que disait Umberto Eco quand il disait qu'une personne qui ne lit pas vit une seule vie, alors qu'une personne qui lit va vivre 5000 vies. Julie, qui peut difficilement vivre elle-même, va vivre à travers les histoires des autres et à travers les histoires qu'elle va inventer. Donc c'est l'histoire d'une personne qui raconte des histoires pour vivre de multiples vies et échapper finalement à sa vie qui n'est pas satisfaisante pour elle. Je disais, quand on lit ou quand on écrit, je pense qu'on a d'abord ce but qui est d'échapper à soi-même, en fait. On est obligé toute la journée de se coltiner notre corps, notre caractère, nos défauts, nos frustrations, etc. C'est parfois un fardeau de vivre avec soi. On peut s'isoler des autres, on peut quitter les autres, mais soi, on ne peut pas, sauf lorsqu'on se plonge dans une œuvre littéraire, lorsqu'on s'échappe dans l'univers de quelqu'un d'autre, ou lorsqu'on écrit et qu'on prend l'identité de quelqu'un d'autre. Donc, elle échappe à elle-même par l'écriture, comme moi j'échappe à moi-même par les histoires que je crée. Félix, Ousmane, Jean-Marie ont été retravaillés justement parce que vous les aviez déjà écrites dans Fluide Glacial, qui évidemment n'a aucune limite aussi, et on en est ravis. Comment vous avez justement retravaillé ces matières-là, puisque vous aviez dit que vous aviez relu aussi vos livres, donc ça a dû être un long travail aussi. Ce ne sont pas que des chroniques que vous avez à peine touchées, j'imagine. Vous avez dû retravailler totalement l'ensemble du roman, parce qu'on parlera aussi de cette histoire de roman ou pas, puisque vous interpellez le lecteur face à ce terme-là sur la couverture. Mais d'abord, comment vous retravaillez tous ces textes-là que vous aviez déjà écrits pour un autre éditeur, et comment vous les avez articulés autour pour faire sens en tant que roman? Alors, la moitié à peu près des histoires ont déjà effectivement été publiées dans le magazine Fluide Glacial. Oui, la moitié des portraits que Julie fait. Ensuite, tous les chapitres concernant Julie, évidemment, n'ont pas été publiés auparavant. Et ces histoires, en fait, j'ai commencé à publier des nouvelles dans Fluide Glacial en 2019. Fluide Glacial a l'honneur d'être le dernier magazine qui publie des nouvelles en France, en tout cas un des tout derniers. Il y a très peu de magazines en France, de revues qui publient des nouvelles. Dans Fluide Glacial, on a ce plaisir chaque mois d'avoir une nouvelle. On est plusieurs auteurs à alterner tout au long de l'année. Donc, toute une série de nouvelles chaque année, illustrées. Et j'ai eu le plaisir de découvrir en fait le monde de la nouvelle grâce à Fluide Glacial et grâce à une proposition qui m'a été faite. Je n'avais jamais écrit de texte court. Et pour moi, ça a été une aventure d'écriture nouvelle. Et comme j'aime écrire des choses très différentes, j'étais ravi de me plonger dans le format bref de la nouvelle à chute. Mais dans Fluide Glacial, on est contraint par un format très court, 6500 signes, donc c'est très très court. Et de me plonger dans cette aventure des autres ne sont pas des gens comme nous, ça m'a permis d'abord de les étoffer, les nouvelles, de faire en sorte de les développer, de faire des nouvelles plus longues, et aussi de créer un réseau de connexion entre les histoires en changeant l'identité des personnages. C'est-à-dire que dans les nouvelles initiales, les
les personnages de mes romans précédents n'intervenaient pas. Là, j'ai changé en fait l'identité des personnages. J'en ai fait des personnages qui avaient un passé littéraire dans mes romans et je les ai reliés à Julie, puisque tous ces personnages, Julie prétend en tout cas les avoir croisés, les avoir côtoyés dans son village de Margoujol en Lozère. Donc l'idée, c'était de créer une cohérence entre toutes ces histoires, pas sur le plan du ton, il y a des tons humoristiques très différents, il me semble, des nouvelles beaucoup plus sérieuses que d'autres, mais dans l'idée d'un réseau, comme dans une société humaine, en fait, comme dans un roman choral, où des voix différentes viendraient parler avec Julie, viendraient interagir avec elle. Et l'idée, c'était de créer un roman original, entre guillemets, puisqu'on est entre le recueil de nouvelles et le roman. Ce n'est pas un recueil de nouvelles au sens où il n'y a pas des textes isolés les uns des autres, il y a un réseau qui les relie entre eux. Et en même temps, c'est un roman particulier, puisqu'il n'y a pas une intrigue du début jusqu'à la fin du livre, mais il y a une succession de portraits faits par Julie. L'intrigue, en fait, elle est intérieure à Julie. C'est l'histoire, je disais, d'une personne qui raconte des histoires. C'était ça le fil directeur pour moi, pour relier les nouvelles entre elles. Et Julie va introduire chacune des nouvelles. Chacune des nouvelles va lui permettre de réfléchir elle-même à sa vision du monde, la vision dont vous parliez, la vision assise. À partir du moment où elle est assise, elle a un regard décalé sur le réel. Et quand on a un regard décalé sur le réel, eh bien, tout simplement, on voit une autre réalité. On s'aperçoit que ce n'est pas une autre façon de le voir le réel, mais une autre réalité parallèle. Et j'avais envie de travailler sur cette idée de réalité parallèle. Dès qu'on change de point de vue, on bascule dans un autre univers. Julie, elle va introduire l'histoire suivante, le personnage suivant qui va en découler. Ça, c'est toujours très intéressant parce que ça vous permet aussi d'avoir ce lien que n'ont pas beaucoup d'auteurs finalement avec le lecteur. J'aimerais vous interroger aussi sur ça parce que j'ai trouvé que vous aviez une réelle connexion avec votre lecteur. On entend souvent dire les auteurs qu'ils qu'ils ne pensent pas au lecteur quand ils écrivent. Ça arrive régulièrement. Vous, j'ai l'impression qu'il y a quand même en effet, vous voulez vous faire plaisir et c'est jubilatoire, j'imagine, en tant qu'auteur, mais c'est aussi jubilatoire en tant que lecteur et je trouve qu'il y a une réelle connexion entre le lecteur et l'auteur et c'est pas si fréquent. J'aimerais que vous nous parliez de ça. Est-ce que c'est quelque chose d'absolument conscient parce que vous l'interpellez, le lecteur, au travers de parenthèses, un petit peu à la Jaénada, comme vous le dites, ça aussi, c'est toujours évidemment, les petites piques sont extrêmement bien senties, mais j'aimerais que vous nous parliez de ce lien entre lecteur-auteur. Je pense que ça fait partie de cette approche ludique dont je parlais, s'amuser avec les mots, s'amuser avec les styles d'écriture, puisque dans chacun de mes romans, j'essaie de m'intéresser à un univers littéraire particulier. Et cette idée donc d'activité ludique qui entraîne aussi la volonté de jouer avec le lecteur, donc l'interpeller, faire des références au lecteur, lui parler parfois directement, en espérant qu'il y aura en face un retour. Alors ce retour, évidemment, il n'est pas concret, même si grâce aux réseaux sociaux maintenant, je peux avoir des retours mais avec du retard évidemment, sur des choses que j'ai pu dire. Mais je pense que le lecteur, dans mon livre, est un personnage comme un autre. Il est inclus comme un personnage et je l'interpelle, je joue avec lui, je le côtoie. Oui, voilà, je pense que c'est ça la meilleure définition. Pour moi, le lecteur est un personnage parce que lorsqu'on lit, de toute façon, on participe à la création de l'histoire. Si vous écoutez trois personnes vous parler d'un roman, vous aurez l'impression qu'ils ne parlent pas exactement de la même chose, parce que leur personnalité aura déteint sur le roman et ils auront d'une façon ou d'une autre joué un rôle dans ce roman. Alors moi j'anticipe ça en incluant le lecteur directement dans mes histoires. On a l'impression d'avoir un sourire constant tout au long du livre. J'ai pas eu l'impression d'avoir fermé le visage une fois, et ça c'est plutôt extrêmement fort. Mais j'aimerais savoir ce que vous. Alors attendez, pardon, mes notifications s'arrêtent. Voilà. Euh, j'ai perdu du coup le fil de ma question. J'aimerais savoir sur le rire, sur l'intention de l'auteur.
qu'est-ce que vous vouliez déclencher? Excepté le rire, est-ce qu'il y avait aussi quelque chose de sous-jacent? Est-ce qu'il y avait... Il y a beaucoup de messages très fins, très subtils, passés en filigrane, notamment sur l'écologie, en fin d'ouvrage. Un message extrêmement puissant sur l'écologie et sur ce que le monde devient. Est-ce que pour vous, c'est aussi la seule manière, l'humour, c'est la seule manière de faire bouger les choses? Alors, je ne sais pas si c'est la seule manière de faire bouger les choses. Je ne sais pas s'il est possible de faire bouger les choses. Moi, personnellement, je suis assez pessimiste par rapport au monde tel qu'il va. Peut-être que l'humour est souvent lié à une vision assez pessimiste des choses. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que lorsque j'écris, il n'y a pas du tout au départ l'idée de faire passer des messages, ou il n'y a pas du tout l'idée. J'ai une écriture qui est très instinctive, qui part de personnages, je disais, qui part de scènes, qui part d'histoires. Et ce personnage, c'est lui qui va me conduire petit à petit vers une destination que je n'imaginais pas au départ. Ce qui est toujours troublant et ce qui est toujours très intéressant et passionnant dans l'activité d'écriture telle que moi je la pratique en tout cas, c'est que je me laisse faire par le personnage. C'est Julie qui m'a entraîné dans différentes directions et qui m'a amené à traiter de différents sujets. Quand je parle d'écologie, j'ai l'impression qu'au moment où je me mets à écrire la fin du livre, l'idée d'écologie apparaît à ce moment-là dans la bouche de Julie. Je n'ai pas prévu de terminer mon livre sur l'écologie. Je n'ai pas prévu qu'elle parle de ça. En fait, je n'ai rien prévu. Lorsque j'écris la dernière page, je ne sais pas, au moment où je me mets devant mon ordinateur, quelle va être la conclusion de cette histoire. Et tout à coup, Julie se met à dire que finalement, après toute cette histoire, elle a l'impression qu'elle est devenue comme tout le monde. Parce qu'elle s'aperçoit qu'en fait, tout le monde est paralysé, que le monde entier est paralysé face à la question du dérèglement climatique, que tout le monde est figé comme dans un fauteuil et que personne ne fait rien. Et tout à coup, elle va donc avec humour renverser la chose en prétendant que c'est une bonne nouvelle. Elle est enfin intégrée, elle est enfin comme tout le monde, c'est-à-dire paralysée, incapable d'agir. Et ça, pour moi, c'est Julie en fait qui a dit ça, c'est pas moi. C'est très difficile à expliquer, peut-être ça vous paraît un peu bizarre de dire ça, mais je le découvre en même temps que je l'écris et je suis moi-même surpris et à la limite, je remercie Julie finalement de m'offrir cette fin. Je trouve que c'est une bonne fin et je le dis sans fausse modestie parce que j'ai l'impression que c'est pas moi qui l'ai trouvée en fait, cette fin. C'était la fin de Julie. Et j'imagine que ce n'était pas forcément... vous n'avez pas choisi en tout cas une région qui, comment dire, qui vit beaucoup, on va dire ça peut-être ainsi, féministe, écolo, libre et révolté, accro aux réseaux sociaux et en même temps normal. Alors j'aimerais que vous nous lisiez peut-être le premier extrait puisque c'est le début et que ça va en effet définir ce personnage-là. Et après j'aimerais qu'on parle de cette incarnation-là qu'elle a chez vous parce que je ne sais pas comment elle est née concrètement, comment elle est née au départ dans le précédent roman et comment elle a évolué aussi. Est-ce qu'elle a réellement évolué? Je commence par la lecture. Allez, lisons le premier extrait, oui. Donc, premier extrait, je m'appelle Julie. J'ai 25 ans et j'habite un village de Lozère nommé Margoujol. On dit de moi que j'ai l'esprit vif, beaucoup de curiosité et un humour noir parfois féroce. Je suis une lectrice passionnée, je pratique l'écriture en amatrice. J'aime la danse classique, le patinage artistique et le punk rock celtique hardcore. Je suis accro aux réseaux sociaux, féministe, écolo, libre et révolté, mais il m'arrive aussi de rêver au grand amour, de contes de fées et même de m'imaginer avec une flopée de mouflets. Je suis normal, quoi. Ajoutons à présent un détail à mon portrait. Mon petit truc en plus qui me donne toute ma personnalité. Je suis tétraplégique de naissance. Suite à un accouchement difficile, j'ai hérité d'un corps à euphémisme, différent, singulier, en situation de handicap, en position de non-réalisation des habitudes de vie d'une personne. Le truc sympa, quoi. Oui, j'ai aussi hérité d'un cerveau à antiphrase. Je suis prisonnière d'une carcasse inerte avec le regard torve, la bouche ouverte et la bave abondante comme équipement de série. Je ne vivrai jamais le grand amour, je n'aurai jamais d'enfant, et ce n'est pas demain la veille qu'on me verra m'agiter en tutu sur une scène.
Je suis cloué à vie dans un fauteuil high-tech connecté à un ordinateur que je suis capable de manier grâce à l'unique morceau de ce corps inutile que je parviens à bouger, mon majeur de la main droite, dressé en permanence vers le ciel, comme pour lui adresser un message, mais lequel? Mystère. Là, on est d'accord, la normalité vient d'en prendre un coup. Je dirais même, d'après certains regards croisés dans la rue, que d'aucuns me rattachent plus communiquement au domaine de la monstruosité. C'est en tout cas mon impression, mais je suis peut-être paranoïaque en plus du reste, c'est mon côté gourmand. Voilà la présentation donc de Julie. Julie qui n'a pas changé depuis le roman qui a tué l'homme au Montmartre. On la retrouve un petit peu plus âgée, mais comme elle le dit elle-même, dans son temps de vie circulaire, sa vie quotidienne n'a pas changé. Ce qui a changé pour elle, c'est qu'elle s'est lancée dans l'écriture, qu'elle s'est lancée dans l'invention d'histoires et que ça remplit sa vie parce que c'est son activité quotidienne. Sa vie, c'est l'écriture. Merci pour cette lecture qui a fait sourire bon nombre d'entre nous, comme toujours. Est-ce que, enfin, vous mettez en place Julie en tant qu'écrivain, donc évidemment, on voit le lien clairement avec vous. En tout cas, c'est le seul lien qui peut-être est commun entre vous. Une écrivain qui ne peut pas bouger excepté son majeur et qui lui permet quand même d'écrire des choses irrévérencieuses. C'est la seule possibilité avec un seul doigt. Est-ce que vous voulez dire aussi, entre guillemets, au monde que l'acte d'écriture avec un seul doigt est quand même possible et que, au final, ça concerne beaucoup de monde? Est-ce que c'est une sorte d'acte révolutionnaire, d'acte militant aussi du fait qu'elle n'ait plus qu'un seul doigt pour écrire? J'ai trouvé le symbole aussi extrêmement puissant. Oui, surtout que c'est le majeur dressé vers le ciel. Je ne vous fais pas le geste, mais symboliquement, oui, elle adresse au ciel, elle adresse au monde sa colère, sa rage. Julie, c'est un personnage qui est d'abord un personnage en colère, je pense, en colère d'être prisonnière de ce corps, avec une intelligence, en revanche, qui est pleine et qui est intense. Je pense que j'ai imaginé, en fait, certainement ce que j'imagine comme la pire des situations. J'imagine qu'à travers elle, je parle de ce qui, moi, m'angoisse certainement le plus, avoir une intelligence vive, prisonnière d'un corps inerte. Et comment Julie va transformer sa colère en quelque chose de positif. Et cette chose positive, ce sera l'écriture, qui est une action. Et la seule action qu'elle peut faire, c'est écrire. Je pense que la meilleure façon de canaliser nos colères, c'est d'agir. On peut agir concrètement dans le monde qui nous entoure, et on peut agir par l'acte d'écriture. Oui, écrire, c'est agir, c'est faire des actes, c'est poser des mots sur le monde qui nous entoure et c'est essayer de partager ça avec le maximum de monde. Pour Julie, c'est son seul moyen réel de communication. Donc oui, elle essaie de créer des liens avec les autres et de changer aussi le regard des autres sur elle. À travers l'écriture, tout à coup, il n'y a plus la barrière de son corps. On est directement en lien avec ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. C'est ce qu'on fait avec les écrivains quand on lit les livres. D'ailleurs, il est souvent décevant de croiser quelqu'un que l'on a lu ou d'écouter quelqu'un que l'on a lu parce que tout à coup, il y a un fossé qui se fait. On peut adorer une écriture et trouver l'humain qui est derrière, finalement, bien décevant par rapport à son écriture. Donc Julie, oui, elle fait des actes avec un doigt, la preuve qu'on peut bouger beaucoup de choses avec très peu. Je me rappelle de Jean-Louis Fournier qui avait écrit Où on va papa sur ses deux enfants handicapés et ça avait fait scandale et affaire judiciaire ensuite alors que le livre était merveilleux, d'une tendresse folle et que c'était à mon sens un pur chef-d'œuvre. Mais on se rappelle des problématiques que ça évoquait et que ça a invoqué. Est-ce que des personnes en situation de handicap ont commencé à vous lire et vous ont fait des retours sur cette situation-là? Je trouve que vous l'écrivez parfaitement bien, mais je ne suis pas en situation de handicap, donc peut-être que je suis aussi à côté de la plaque. Pour le coup, j'aimerais que vous nous racontiez aussi cette histoire de vous attaquer à un sujet aussi difficile, avec lequel il faut mettre beaucoup de pincettes aussi parfois. Comment vous expliquez cet attachement à ce personnage-là en tant que tétraplégique?
Je n'ai eu depuis maintenant 5 ans qu'est sorti Qui a tué l'homme noir, je n'ai eu que des retours très positifs de la part des personnes en situation de handicap par rapport à la lecture de ces romans et par rapport à la mise en scène de Julie. À chaque fois, j'ai eu le même retour qui disait que quand on lisait d'abord Julie, on oubliait totalement l'aspect physique. On avait directement accès à sa personnalité et que sa personnalité était tellement attachante, tellement percutante, tellement pleine d'humour, qu'on l'aimait forcément, Julie. Euh, et ce que beaucoup de personnes en situation de handicap m'ont dit, c'est que euh, le corps, justement, est peut-être trop souvent une barrière dans la relation à l'autre. Et grâce au fait qu'elle s'exprime par l'écriture, elle permet de dépasser cette barrière-là. Alors c'est évidemment très utopique de penser que on peut dépasser ces barrières aussi facilement, mais je pense que cet aspect-là du personnage a plu. Je n'ai jamais eu le moindre retour négatif par rapport à ça. Je n'ai eu au contraire que des remerciements extrêmement touchants, extrêmement bouleversants parfois, mais en tout cas qui m'ont encouragé à reprendre Julie dans cette histoire. Dans leur personnage fictif, dans leur personnage de roman, et c'est bien dommage. Donc voilà. Anne? Oui, bonsoir. Alors moi, j'ai beaucoup aimé votre livre. J'ai beaucoup aimé Julie. Je l'ai trouvée très, très attachante. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question suivante. Est-ce que finalement, j'ai deux questions. Est-ce que finalement, vous servez pas d'elle et de sa colère pour dire après ce que vous avez à dire dans les histoires, et qui est souvent quand même très acide. Et finalement, comme elle a le droit, on lui prête le droit d'être en colère. Finalement, pour vous, c'est aussi une façon de dire plus de choses que plus de choses peut-être, et d'être plus méchant après, méchant et drôle. Hein. Et la deuxième question, c'est sur l'ordre après des histoires. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est venu par hasard ou que vous avez travaillé avec votre éditeur? Ah, oui, je crois. Il y a une connexion un peu difficile. C'est coupé. Ça y est. J'ai pas entendu ce que j'aurais pu travailler avec mon éditeur. Je ne l'ai pas compris, mais L'ordre des histoires après. ah, C'était sur donc, l'ordre des histoires. Voilà. Alors, sur ce livre-là, vraiment, mon éditrice, on travaille depuis toujours avec mon éditrice, depuis 2006 avec Pascal Gauthier chez Buchet-Chastel. Et ce qui est, eh bien, moi aussi. Et on l'aime aussi, par exemple, pour sa capacité à laisser beaucoup de liberté à l'auteur et je pense comprendre vraiment ce que l'auteur a envie de faire. Et sur ce livre en particulier, elle m'a laissé très libre dans le choix des histoires parce que j'avais d'autres histoires aussi, entre guillemets, en stock. Et donc, c'est vraiment moi qui ai construit la succession de ces histoires en essayant de créer des, des tensions différentes, en fait. Je pense que l'idée, c'était de travailler sur une vision décalée du réel, mais en passant d'un extrême à l'autre. Certaines histoires sont très noires, d'autres me semblent beaucoup plus lumineuses, certaines sont finalement sérieuses, d'autres très outrées. Et j'avais envie, comme dans la vie, en fait, tout simplement, de passer d'une émotion à une autre, comme dans nos existences quotidiennes. Donc l'idée, c'était de faire un livre qui arrive oui, à retranscrire un mouvement qui est le mouvement de la vie. Mais j'étais très libre pour pouvoir organiser ça. Après, la première partie de la question sur est-ce que je me sers de ce personnage, très certainement, oui. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas au départ l'idée de faire passer un message particulier. Il y a vraiment le plaisir pour moi, c'est comme un plaisir de lecteur. C'est-à-dire, quand je lis un livre, je suis heureux de découvrir une personnalité, et quand j'écris,
c'est exactement le même processus. Julie apparaît et je la fais vivre, je la fais parler. Alors, ce qu'elle va dire forcément a des liens avec ce que je ressens moi, mais je pense qu'en fait, Julie m'aide davantage à découvrir ce que j'ai en moi plutôt que je me sers d'elle pour faire passer ce que je veux faire passer. C'est pas, je me dis pas, je pense ça et elle va m'aider à le dire, mais plutôt, elle va m'aider à découvrir ce que je pense. En fait, c'est ça. Voilà, je découvre ce que je pense grâce à Julie. Et c'est une expérience assez fascinante, je trouve, d'écrire dans cette optique-là. Donc, je me découvre moi-même. Voilà. Ouais. Oui, puisqu'il y a beaucoup de gens me parlent de quand même la méchanceté qu'il peut y avoir. Donc, je découvre ma méchanceté manifestement bien présente et voilà, je l'assume. Elle fait du bien dans ce monde aseptisé. Il y a une scène magnifique, magnifique et à la fois terrible, c'est quand elle se met au milieu de cette exposition d'art contemporain, qui est très critiqué, l'art contemporain, et qui écoute le visiteur où elle dit « Parfois, je suis une œuvre d'art, parfois juste une handicapée. Comme quoi, dans l'art contemporain, comme dans la vie, tout est une question de point de vue. » Il est terrible, cette vision-là, elle est terrible aussi de cette Julie qui se met au centre d'une salle d'art, d'exposition et qui laisse les visiteurs la scruter elle voit tous les jours, à l'instar des célébrités qu'on regarde, qu'on épie, qui n'ont pas cette capacité d'invisibilité, comme vous dites, qui sont forcément soumis au regard des autres. Là, pour le coup, elle aussi est soumise au regard des autres, et pas forcément de manière positive, c'est d'ailleurs souvent négatif. Là, pour le coup, vous mettez cette chaise, ce côté handicapant au centre d'une œuvre d'art avec le visage, et on les voit, ces visages, on les voit, on a tous connu ça, on voit ces visages-là qui scrutent la bête, le monstre. Oui, son problème, c'est, comme toutes les personnes en situation de handicap, c'est le regard qu'on porte sur soi. C'est le cas de la majorité, ensuite, plus largement, de nous tous. Notre problème, ça reste toujours le regard des autres sur nous. Comment les gens nous regardent, est-ce que les gens nous voient tels que nous sommes, tels que nous aimerions être vus, est-ce qu'on est jugé, est-ce qu'on est scruté? Notre problème principal, ça reste de vivre sous le regard des autres. Et pour une personne en situation de handicap, la problématique, elle est amplifiée, bien évidemment. Mais au fond, c'est un problème commun à nous tous, d'être sous le regard des autres, d'être scruté, d'être jugé et d'être fragilisé par ce regard ou par l'absence de regard, quand on ne nous regarde pas, quand on n'existe pas. Donc oui, je pense que c'est vraiment un livre qui s'intéresse à cette idée de regarder les autres. Il y a un autre personnage qui s'appelle Anissa dans une histoire, qui est un personnage que personne ne voit. C'est un personnage qui rêve de faire du cinéma, mais qui n'imprime pas la pellicule, qui n'est pas vue par la caméra et qui va devenir comédienne de doublage. Parce que sa voix, elle, en revanche, est une voix qui charme, une voix qui plaît, une voix qui la fait exister. Donc je pense que pas mal de personnages, en fait, dans ce livre ont un problème par rapport au regard des autres, et regard souvent faussé dans la mesure où certains cachent des choses peu avouables qui ne sont pas vues par les autres. Donc Julie se met au centre d'une pièce, d'une certaine façon, comme en faisant un livre, l'auteur se met aussi au centre d'une pièce, il se fait regarder un peu de chaque côté et il a des commentaires un peu partout. Finalement, oui, moi aussi, je me suis mis au centre d'une pièce et puis voilà, j'attends de voir ce qu'on va dire de moi. C'est un peu ça, finalement, l'activité de l'écrivain. C'est un peu dérisoire, hein, dit comme ça, mais finalement, c'est un peu ça. Hein. Là, je suis au centre de la pièce, là. Oui, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Et j'ai aussi eu l'impression que les personnages se répondaient aussi avec des capacités et des caractéristiques différentes. En effet, il y a celui qui est très chanceux et malchanceux, celui qui est invisible et l'autre extrêmement visible. J'ai l'impression que l'ordre, en fait, dont parlait peut-être Anne, il est aussi lié à cela, lié à cette dualité entre les personnages. Oui, d'ailleurs,
les interventions de Julie sont toutes construites sur l'idée de la dualité. La normalité, monstruosité, le bien et le mal, la chance et la malchance. Et il y a tout un jeu sur la dualité tout au long de... Est-ce que vous entendez Jean-Marcel ou pas? Non, ça a bugué. Jean-Marcel, on n'a pas entendu, on n'a pas entendu votre réponse. Vous êtes au ralenti, Non. en slow motion. Et du coup, vous êtes invisible comme Anissa. Jean-Marcel, si vous m'entendez, il faudrait que vous passiez en 4G. Si vous avez la possibilité de le faire, si vous m'entendez, je ne suis pas sûr. Je vous entends, oui, je vous entends, moi. Que Julie, là, voilà, Alors, je ne voulais plus être... Attendez, parce que là, toutes les paroles s'enchaînent. Voilà, ça devrait être bon, là. On n'a pas entendu. mieux, là. Là, vous m'entendez? Au ralenti encore. Parce que là, moi, Ouais, là, c'est bon. Ça devrait être au bon. ralenti. Ah, C'est ça bon. devrait être bon. C'est bon. J'ai l'impression que c'est bon. Donc, je disais que les chapitres écrits par Julie étaient construits sur le mode de la dualité, avec des titres comme normalité, monstruosité, comme en couple ou en solo, les dieux ou le néant. Et il y a toute une réflexion comme ça sur des visions de la réalité sous l'angle de l'antithèse, en fait. Parce que la majorité des personnages, et en fait la majorité d'entre nous, on est dans une dualité entre l'image qu'on donne aux autres, c'est-à-dire l'image qu'on aimerait que les autres aient de nous, et l'image que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes. On se ment souvent sur nous-mêmes. Beaucoup de mes personnages se mentent sur eux-mêmes. Ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, arrivent à croire à leurs propres mensonges. On vit tous en mentant sur nous-mêmes parce qu'on veut masquer des défauts, on veut masquer des choses qui ne nous plaisent pas. Et on aimerait être tellement mieux que ce que l'on est réellement. Donc oui, il y a en permanence ce conflit entre l'intériorité des personnages et l'image qu'ils donnent à voir d'eux-mêmes. Et Julie, elle, l'image extérieure, elle lui est imposée, parce que c'est une image figée, alors elle va exprimer ce qu'elle est réellement en le criant par l'écriture. Alors que la majorité des gens, au contraire, jouent sur leur apparence extérieure, que nous pouvons nous modifier. On joue sur notre apparence extérieure pour paraître dans une société finalement théâtrale. On joue tous un rôle, on est dans une sorte de théâtre, et chacun de ces personnages essaie dans ce grand théâtre de la vie de s'en sortir au mieux. Alors, je rebondis sur cela, sur la dualité peut-être fiction-réalité, puisque vous êtes taquin avec le lecteur. Je vais lire un passage qui m'a fait beaucoup rire, évidemment, et qui va parler à, évidemment, tous ceux qui sont présents ce soir. Les êtres humains sont des lâches qui préfèrent s'échapper du réel plutôt que de l'affronter. La preuve, vous êtes là en train de bouquiner, affalé dans votre canapé ou votre lit, parfaitement improductif, incarnant la mollesse au plus haut point et précipitant la décadence de notre société, au lieu d'assumer votre hérédité de chasseur-cueilleur en vous investissant dans des activités utiles de type ouverture de compte épargne retraite, choix d'un nouveau carrelage pour la salle de bain ou tonte de pelouse. Vous êtes des lâches, mais je ne vous jette pas la pierre d'abord parce que je ne suis pas en état de jeter quoi que ce soit. Ensuite, parce que vous avez choisi de livrer mon livre, merci, ce qui compense un peu votre veulerie, de rien. Enfin, parce que j'ai de la compassion pour vous, si. Elle est intéressante. Et ce passage, il est extrêmement intéressant parce qu'il est à la fois vrai, cruel et terrible. Est-ce que vous pensez que les lecteurs sont des lâches? Je pense qu'on est tous des lâches et
Et heureusement, être lâche, c'est refuser de voir le réel. Et heureusement qu'on passe nos vies à refuser de voir le réel, parce que le réel, il est terrible. Il, il est de toute façon avec une perspective forcément négative. Donc, en se ment à nous-mêmes, en vivant au jour le jour, comme si on était éternel, comme si ce qu'on construisait avait du sens, alors que tout au fond de nous, on sait que ça n'en a pas, que tout ce que l'on fait est absurde. Donc, lire est une activité comme une autre, pas plus absurde qu'une autre, mais je m'amuse avec cette idée que je parle de moi en fait, puisque moi je passe l'essentiel de ma vie à lire et à écrire, et que poser un carrelage pour moi relève de la science-fiction la plus débridée, et que toutes les choses matérielles me sont extrêmement compliquées. Rien que tondre une pelouse est déjà pour moi toute une entreprise qui me demande beaucoup d'efforts. Donc, je parle de moi en réalité. Et si vous êtes des lecteurs, si vous êtes des lectrices, je pense que vous comprenez ce que je peux ressentir dans ma difficulté avec le quotidien, avec le réel, et comment l'écriture et la lecture peut être une fuite réconfortante par rapport à tout ça. Donc oui, je suis un lâche et je l'assume totalement. D'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris qu'il y ait une partie de la population que vous ne lâchez pas du début à la fin, ce sont les vieux, ce sont les retraités. Je trouve évidemment extrêmement drôle tout cela, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite dent dure quand même, notamment lorsqu'on les voit dans les files de la Poste à acheter des timbres à l'unité aux heures d'affluence, etc. Bref, il y a quand même chez vous cette... j'ai l'impression que quand vous avez un sujet en main, vous ne le lâchez pas jusqu'à la fin. J'ai toujours beaucoup aimé mettre en scène des personnes âgées, c'est vrai. Ça vient aussi peut-être de... Ça fait 10 ans que je travaille pour Groland, l'émission Groland à la télé. Et à Groland, dans notre pays grolandais, tous les habitants sont très vieux. C'est l'environnement quotidien, en fait. Et donc, j'aime beaucoup, oui, cet environnement. Ça me fascine beaucoup. Moi, la vieillesse me fascine énormément. Il y a un personnage centenaire dans le livre qui se révèle être une terrible crapule. Ce qui m'intéresse, c'est que les personnes âgées ont un très long parcours derrière elles et que lorsque on est âgé et lorsqu'on est diminué physiquement, on attire en général plutôt un regard de bienveillance, de tendresse, de compassion vis-à-vis des personnes qui se retrouvent en position de faiblesse, et c'est bien normal. Alors qu'en réalité, la plupart de ces gens ont eu des vies dans lesquelles ils ont pu être de terribles crapules, des escrocs absolus, ils ont pu faire des choses abominables, mais il y a une sorte d'absolution dans la vieillesse, d'autant plus que la vieillesse peut vous faire perdre la mémoire, et finalement, les actes que dont vous avez pu vous rendre coupable sont effacés, puisque même votre mémoire n'y a plus accès. Donc, il y a toujours une ambivalence, je trouve, avec les personnes âgées. Alors, quelqu'un dit, on est toujours le vieux de quelqu'un, et c'est vrai. C'est-à-dire que moi, par exemple, par rapport à mes élèves, je suis vieux. Je suis très vieux. Mais dans mes romans, c'est plus des personnes très âgées, à EHPAD, en maison de retraite. Et je m'amuse beaucoup avec eux parce que, là aussi, je pense qu'il y a parmi eux des gens extraordinaires et il y a parmi eux des crapules qui méritent qu'on les montre sur leur vrai jour. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans plusieurs de ces histoires. Voilà. Avec une chute qui vient de nulle part. Une chute incroyable. J'en ris rien que d'y repenser. Martine. Oui, moi aussi, j'en ris encore rien que d'y penser à cette lettre. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marcel. Moi, je vous suis assidûment depuis le mystère Sherlock. Et je crois que je n'ai jamais autant ri en lisant un livre. Le rire commence avec vous dès le titre. J'en cite quelques-uns pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. La fin du monde a du retard, le grand n'importe quoi, le bonheur est au fond du couloir à gauche. Je ne parle même pas de l'homme au mar qui me fait hurler de rire à chaque fois que je le lis. Et je voulais savoir comment vos titres venaient, puisque tout à l'heure, vous nous avez dit que les intrigues venaient avec les personnages.
comment vous trouvez les titres de vos romans? D'ailleurs, le titre est dans le roman. C'est une phrase du roman aussi. Oui, c'est une phrase du roman. Comme Prenez soin du chien aussi, c'était une phrase du roman. En fait, chaque titre a une histoire différente. De la même manière que chaque roman va se construire différemment, chaque titre aussi. Le tout premier, par exemple, Prenez soin du chien, ça ne s'appelait pas du tout comme ça s'appelait Le complexe du cloporte au début. Donc, vous voyez, très différent. Et là, ça a été une discussion avec l'éditrice qui trouvait le complexe du cloporte pas très joyeux, pas très commercial, entre guillemets, et qui m'avait dit, tiens, à l'intérieur de ton roman, il y a une référence à un feuilleton qui s'appelle Prenez soin du chien. Et c'est elle qui m'avait proposé de prendre le titre du feuilleton pour donner le titre au roman, par exemple. Pour le dernier, Les autres ne sont pas des gens comme nous, c'est un titre que j'avais depuis très longtemps, qui n'était pas du tout rattaché à ce roman, mais j'avais ça dans la tête, cette formule que je trouvais, qui me faisait rire, moi, et je l'avais depuis longtemps. La plupart de mes autres titres, c'est ma femme qui les trouve. Ma femme est très forte en titres. Alors, elle lit le manuscrit et elle trouve les titres. C'est ma grande pourvoyeuse de titres. Par exemple, La fin du monde a du retard, c'est elle. Le mystère Sherlock, c'est elle. Plusieurs d'entre eux. Voilà, chaque histoire chaque titre a une histoire différente. Avec L'enfer, c'est les autres? Alors, ça, c'est venu après, mais oui, la référence, à chaque fois, on me la sert et elle est parfaitement adaptée. C'est vrai que ça fait un vrai écho à Sartre. Oui. Alors, il y a certains personnages qui ont des noms tout à fait singuliers. Je me suis interrogé sur la possibilité qu'il s'agisse d'anagrammes. Il y en a beaucoup. Alors, évidemment, il y a le légendaire Bernard Patafiol, qui, lui, n'existe pas, d'accord, mais qui vient s'agréger quand même tout au long du roman. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier, ce Bernard Patafiol? Est-ce qu'il représente quelque chose de particulier ou simplement le néant, le personnage du néant dans le roman? Ça peut aussi être le cas. Est-ce qu'il y a une explication particulière? Alors, la vraie explication, Bernard Patafiol, il est arrivé à la toute fin lorsque je faisais la relecture du tout dernier manuscrit. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rajouté Bernard Patafiol dans la liste de toutes mes références humoristiques, en tout cas les références humoristiques du personnage qui veut devenir humoriste. Et je trouvais que cette liste, il manquait quelque chose en fait. Il manquait un personnage qui n'existe pas parce qu'en fait, elle n'était pas drôle, cette liste en elle-même. Alors que si on rajoute un personnage qui n'existe pas, on va jouer avec le lecteur qui au milieu va se dire, mais Bernard Patafiol, je ne le connais pas celui-là, qui c'est? Donc j'avais envie que le lecteur aille chercher dans Google qui est Bernard Patafiol, qui n'existe pas. Et donc cette idée, moi, m'a fait rire, c'était tout bête. Et comme Bernard Patafiol m'a fait rire, je me suis mis à le rajouter dans d'autres nouvelles, à mettre son nom ailleurs. Par exemple, dans l'histoire de Anissa et non, de Petroni et Barnabé, ils habitent rue Bernard Patafiol. Jusqu'à la toute fin, au dernier manuscrit, c'était la rue Marthe Villalonga. Alors vous voyez, ça n'a rien à voir. C'était un hommage à cette grande actrice, Marthe Villalonga. Si vous nous écoutez, vraiment toute mon admiration. Et au dernier moment, je l'ai changé pour Bernard Patafiol. Donc vous voyez qu'il n'y avait absolument aucune intention consciente sur Bernard Patafiol. Mais si vous me dites qu'il incarne, oui, le néant, pourquoi pas. Et ce qui est bien, c'est que, comme je vous ai dit, les romans éclairent des choses qu'on a en nous, mais qu'on n'a pas vues. Et les lecteurs vous mettent des coups de projecteur sur des choses que vous n'aviez pas vous-même perçues et vous éclairent. Donc, c'est toujours passionnant d'écouter quelqu'un parler de votre livre parce que vous avez l'impression de le découvrir et de vous découvrir. Perchois, ni pour Philinte van Grobert. Alors là, c'était pour m'amuser avec les fameux prénoms des pièces de Molière. Ça m'a toujours fasciné que chez Molière, il y ait des prénoms extraordinaires qui sortent d'on ne sait où, parce que ce n'étaient même pas des prénoms qui étaient donnés à l'époque. Donc ces prénoms, on ne sait pas trop, ils ne sont jamais entrés dans la personne n'appelle ses enfants Alceste, ou si Alceste parfois un petit peu. Dans Le Petit Nicolas, il y a un Alceste, mais j'avais envie de m'amuser avec ces noms molièresques. C'était un petit hommage à Jean-Baptiste.
Lestrade, donc le nom était déjà dans le mystère Sherlock. Et Jean-Yves, en fait, j'aime beaucoup les noms en Jean. Il y a une raison certainement liée à, là aussi, à un traumatisme fondateur lié à mon prénom, hein, ce Jean-Marcel qui me poursuit depuis ma petite enfance et qui est transformé au gré des articles ou des retours en Jean-Michel, Jean-Marie, Jean-Marc. J'ai droit à beaucoup, beaucoup de prénoms différents. Et en règle générale, donc j'aime bien la confrérie des Jean quelque chose. Voilà, donc Jean-Yves, il y en a d'autres dans le livre. Ouais. Anne, c'est à toi. Pardon. Je voulais vous parler de Mado ou d'autres personnages, mais en tout cas, quand on commence l'histoire de Mado, donc c'est tout de suite, c'est la première histoire, moi je me suis dit, et je pense que tout le monde se dit, je connais une Mado. Elle est terrible, et du coup, pardon? Mado dans le sud, je confirme. Peut-être. Mais elle est terrible. Et plus l'histoire avance, plus on rit et plus c'est énorme. Est-ce que vous aussi, vous connaissez une Mado ou plusieurs? Et d'une façon générale, est-ce que vos personnages ont à l'origine quelqu'un que vous avez croisé ou, je sais pas quoi, une brève que vous avez lue dans un journal? Comment ces personnages naissent finalement? Alors, il y a Mado la niçoise, c'est vrai, mais les personnages, là encore, ce n'est pas conscient au départ. La création du personnage, je ne le relie pas, moi, directement à quelqu'un. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tous nourris par les gens qui nous entourent. On est nourris par des livres, par des films, par des faits divers. Moi, je suis quelqu'un qui absorbe beaucoup. J'aime les histoires, que ce soit les fictions, que ce soit les histoires réelles. Je lis beaucoup la presse. J'aime me nourrir des histoires. Et on s'aperçoit très vite, je vais en parler de Molière, il en est le meilleur exemple, qu'il y a autour de nous des types de caractères. Quand vous lisez La Bruyère, quand vous lisez Molière, vous voyez que l'humanité se réduit à quelques types de caractères et qu'on les croise tous dans nos vies. Mado, elle est dans un de ces types de caractères que l'on croise tous, ces gens qui se prétendent bienveillants autour de nous et qui sont en fait des personnes qui jouissent en fait du malheur des autres et qui font souffrir les autres avec une jubilation à peine dissimulée. Donc oui, ce type de caractère, il est assez commun malheureusement, donc j'en ai croisé, oui. J'en ai en tête là, mais j'ai changé le prénom. Je vais rajouter un Jean devant. Sandrine. Alors, oui, bonsoir. Alors, moi, j'avais lu, ça y est, j'ai oublié le titre, avec Michel H, parce que je voulais en venir aussi avec Le ces bonheur personnages. est au fond du couloir à gauche. Voilà, merci. Et donc, on a un double personnage, là. On a clairement l'écrivain nommé Michel Houellebecq comme un de nos plus grands humoristes français. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Donc, je voulais savoir quel est votre retour sur cet auteur, si vraiment vous l'avez lu, puisque vous citez une de ses œuvres. Qui est Michel H? Est-ce que c'est vraiment un hommage à notre fameux Houellebecq, voilà. Alors, j'aime beaucoup Michel Houellebecq. J'ai lu tout Michel Houellebecq avec beaucoup de plaisir parce que c'était pas du second degré. C'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment, il me fait beaucoup rire. Pour moi, c'est vraiment un de nos grands humoristes. Je ris beaucoup en lisant les livres de Michel Houellebecq. Je ris beaucoup en voyant les interviews de Michel Houellebecq. Je pense que Michel Houellebecq est un personnage de fiction. Je pense que Michel Houellebecq n'existe pas, qu'il est un personnage. Comme Salvador Dali qui se mettait systématiquement en scène devant les caméras et que jamais personne n'a su qui était vraiment le Salvador Dali derrière. Je pense que Michel Houellebecq est dans cette même optique. Je parlais de la société comme un monde théâtral. Il est un personnage théâtral dans sa posture, dans sa diction, dans son costume de scène. Je l'ai vu dans plusieurs films aussi en tant que comédien et où il joue
clairement son rôle. Et je pense que la clé, elle est dans les films qu'il joue. Dans les films qu'il joue, il nous dit clairement, je m'amuse, je joue un rôle. Si vous me prenez au sérieux, je me moque de vous. Alors moi, c'est ma théorie en fait. C'est ma théorie. Il a aussi beaucoup tourné avec Benoît Delépine, qui est le créateur de Groland et qui l'a fait jouer comme acteur et qui d'après me dit que ma vision est la bonne en fait. Donc voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui joue, qui s'amuse avec le lecteur, qui s'amuse avec les médias et qui jubile de voir les réactions qu'il arrive à générer, des réactions parfois très hostiles. Et quand on parlait de type de caractère, de ce type de personne qui, plus il génère de l'agitation, des expressions passionnées, plus il éprouve de la satisfaction. Voilà, donc c'est comme ça que je le vois. Et j'ai beaucoup de mal à le prendre au sérieux. Et alors Michel H, lui, en revanche, est un personnage est très dépressif, Michel H. Et sa dépression, elle l'amène à lire Michel Houellebecq et à se sentir mieux parce qu'il a l'impression que Michel Houellebecq est encore plus au fond du trou que lui. Alors ça lui donne un peu d'espoir au quotidien. Et Michel H essaie autour de lui de prendre tout ce qu'il peut pour aller mieux. C'est pour ça qu'il va aussi visionner les discours des candidats à la présidentielle, parce que les discours des candidats à la présidentielle lui donnent un bol d'air et lui permettent d'avoir un peu d'espoir dans l'avenir. Voilà, donc là, c'est tellement mon personnage le plus sombre, Michel H., mais qui, moi, m'a fait beaucoup, beaucoup rire. C'est pour ça que j'ai voulu le faire revenir dans ce livre-là. Je ne voulais pas qu'il meure, Michel. Voilà. On le comprend. Alors, vous aviez parlé d'humoriste pour Michel Houellebecq, mais vous faites aussi, vous mettez dans la catégorie humoriste, et ça m'a fait beaucoup rire, Édouard Balladur et Francis Lalanne. Là, pour le coup, alors, il y a beaucoup de références, évidemment, et pas que Balladur, il y a quand même Bergson et tant d'autres philosophes aussi que vous mettez en avant, et notamment Bergson sur le fameux le rire comme mécanisme plaqué sur du vivant. C'est intéressant cette formule-là qui s'applique à Julie totalement. Oui, elle fait tout un chapitre sur cette fameuse phrase, la mécanique plaquée sur du vivant, et qui parle de l'automatisme lié au rire. Le rire est un réflexe qui est donc lié à des automatismes. Alors chez elle, elle en fait une sorte de métaphore de son état, puisqu'elle est une femme-machine, dit-elle, et qu'elle elle s'exprime par le rire. Alors, il y a des rires très différents, on en parlait. Elle, son rire est un rire, c'est un humour noir, un rire cynique, un rire qui peut être perçu comme quelque chose d'assez violent, hein. Mais c'est son créneau humoristique. Voilà. Le rire exprime qui vous êtes. On ne rit pas tous des mêmes choses parce que le rire certainement exprime le mieux notre nature profonde en fait. Dites-moi qu'est-ce qui vous fait rire et je vous dirai qui vous êtes. C'est pour ça que avec certaines personnes, on est dans une incompatibilité totale. Il y a des gens avec qui vous ne rirez jamais et d'autres avec qui immédiatement le lien va se faire parce que en fait, vous êtes exactement sur la même longueur d'onde. Oui, je pense que le rire, c'est la meilleure façon de savoir qui vous avez en face, en fait. Mais évidemment, ça peut être dangereux de tenter des saillies humoristiques inadaptées à votre interlocuteur. Voilà, c'est pour ça que je me cantonne à l'écriture, en fait. Je suis toujours fasciné par les gens qui arrivent à faire rire sur une scène ou à faire rire un groupe d'inconnus, parce que j'ai l'impression qu'on se met en danger énormément, en fait. Alors que dans l'écriture, vous vous mettez à distance, c'est plus confortable. Est-ce que tu peux allumer ton micro? Oui, alors, vous m'entendez? C'est parfait. Oui. Ah, c'est parfait. Alors, bonjour Jean-Michel. Moi, je suis un grand fan de longue date. Je voulais savoir, on parle de différences, et c'est super agréable, mais ça transpire quand même la mort.
dans tous tes romans, en fait. Hein. Et j'ai l'impression que la mort, elle est là. Mais c'est important, hein. Moi, je ne la lis pas. Apparemment, on a droit on a un ticket chacun pour y avoir droit. Semblerait, oui. Pourquoi? Comment est-ce que tu... Il faut peut-être préciser Là, c'est Jacques Chancel. Là. Pourquoi la mort? Alors, non, je ne sais pas si la mort, elle est là tout le temps. Oui. Est-ce que ça peut s'expliquer notamment par le discours de Félix qui dit que tous les comiques sont dépressifs et ont été ignorés pendant longtemps? Est-ce qu'il y a un lien aussi? Peut-être. Alors, en tout cas, dans ce livre-là, est-ce que je tue quelqu'un dans ce livre? Je ne crois pas que quelqu'un meure dans ce livre. Ce qui est sûr, c'est que... Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas encore lu. J'attends toujours le dernier qui va sortir avant de lire le précédent. D'accord. Ah si, excusez-moi, il y a 2 morts au moins. Il y a 2 morts. Qu'est-ce qui meurt dans celui-là? Un prêtre et un artiste. Il ne meurt pas, le prêtre. Il ne meurt pas. Dieu lui apparaît, mais il ne meurt pas. Oui. Et l'artiste contemporain. Qui se fait, voilà, c'est le début de la nouvelle, il y a un meurtre, effectivement, c'est vrai. Non, c'est vrai que, en tout cas, dans mes romans en général, et ça c'est vrai, hein, Olivier a tout à fait raison, il y a souvent des morts. La mort, c'est la fin de la vie, donc c'est souvent la fin des histoires, il y a une certaine logique par rapport à ça. Là encore, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir un retour. Quelqu'un me dit que la mort est présente dans mes livres et je me dis, ben oui, ça veut dire que la mort est très présente dans ton esprit, même si toi, tu ne le verbalises pas. Donc, je le découvre là, en fait. Julie a une vision de la vie qui est très pessimiste parce que la mort, elle la porte en elle-même. Son corps est déjà inerte de toute façon. Donc, il y a cette anticipation finalement de quelque chose qui est inéluctable. Comme je disais, on vit tous avec l'idée de la finitude et en même temps, et heureusement, on a ce mécanisme étrange dans notre cerveau qui fait qu'on arrive à faire comme si ça n'existait pas. On arrive à vivre au quotidien comme si on n'allait pas mourir d'un instant à l'autre. C'est ce qui nous permet de vivre. D'ailleurs, les gens très dépressifs n'ont pas ce petit mécanisme de défense et ils vivent concrètement avec l'idée de la finitude et ça les empêche de vivre au quotidien. Donc, c'est plutôt une bénédiction qu'on ait cette possibilité de se mentir à soi-même et de faire comme si on vivrait toujours. Donc, la mort est très présente dans mes livres. Merci Olivier de me faire voir et de me remettre ça en face alors que je tente de l'oublier. Merci. De prendre une photo de groupe. Donc voilà, vous pouvez vous recoiffer et surtout vous rhabiller. Faites attention quand même. 3, 2, 1. C'est bon, parfait, merci. Jean-Marcel, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un second passage? C'est ma page préférée. Alors, la page préférée. C'est ma petite gâterie. Voilà. Page 176, quand Julie donc s'interroge sur humain ou pas trop. Et elle s'interroge sur une formule bien connue des lettres persanes de Montesquieu. La fameuse formule des lettres persanes de Montesquieu où un Parisien s'exclame devant la mise exotique de 2 visiteurs venus d'ailleurs, comment peut-on être persan? Question vertigineuse qui peut se décliner à l'infini. Comment peut-on être noir? Comment peut-on être musulman? Comment peut-on être juif? Comment peut-on être homosexuel? Comment peut-on être femme, homme, pauvre, vieux, jeune, végan, carnivore? Comment peut-on rire de tout? Comment peut-on ne pas rire de tout? J'arrête là l'interminable litanie et je la résume par la question qui est à la source de toutes les discriminations. Comment peut-on ne pas être moi? Chaque être humain enfermé dans sa monade se vit comme le maître étalon de la normalité et regarde les autres comme de pénibles déviants à ramener dans le droit chemin de soi-même ou, option numéro 2 plus simple, à éliminer. Que d'énergie dépensée tout au long de l'histoire de l'humanité pour supprimer tous ceux qui n'ont pas la bonne couleur, la bonne religion, la bonne origine, la bonne idée de ne pas être né. Que d'efforts déployés pour réaliser le rêve ultime de rester seul avec soi-même, alors qu'il suffit pour ça d'une chambre fermée à clé et de bonnes boules qui est. Pour des solutions simples à vos problèmes du quotidien, contactez Julie l'Astuce, le bon sens, près de chez vous.
De mon côté, je planifie depuis des années un plan d'envergure pour débarrasser les trottoirs de tous les êtres sans fauteuil qui me gâchent le paysage. Franchement, comment peut-on être debout? Les autres ne sont pas des gens comme nous. Voilà. Grand personnage, c'est Jean-Marie, qui m'a fait peur en fait. Jean-Marie m'a fait peur, cet homme normal qui fait absolument tout dans la moyenne. Et j'ai essayé de noter tout ce qui me rapprochait de lui. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est inquiétant finalement cette normalité à une époque où François Hollande se définissait comme un président normal aussi. Cette normalité-là de faire tout comme les autres. Alors, on ne s'attend pas à cette chute, évidemment, mais une fois de plus, vous mettez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, sur cette singularité de l'individu qu'on a tendance à censurer, qu'on a tendance à marginaliser. On a tendance aujourd'hui à vouloir que tout soit dans le même moule. Ce portrait-là, est-ce que finalement, ce portrait-là, est-ce que vous avez peur de devenir un Jean-Marie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse? Est-ce qu'au contraire, c'est aussi pour montrer que eh bien, la normalité, elle peut s'apprécier peut-être sur certains éléments, mais pas sur tout? Alors, cette idée de normalité, d'uniformisation, elle est vieille comme le monde, en fait. Hein. Elle n'est pas liée à notre époque. Il y a toujours eu la volonté, dès qu'on a construit une société, d'uniformiser pour pouvoir vivre ensemble. On s'aperçoit que pour pouvoir vivre ensemble, il faut avoir le maximum de points communs, donc arriver à une norme. Pendant très longtemps, ça allait très loin, puisque tout le monde dans un même pays avait la même religion, tous les hommes allaient faire le service militaire sous le même uniforme, on avait une pensée qui devait être une pensée commune par rapport à la patrie, etc. On vit une époque où on est beaucoup plus libéré par rapport aux normes. Déjà, on peut quand même voir qu'il y a une évolution positive par rapport à cette idée-là. On vit des époques violentes, on vit du racisme, on vit des rejets de tout genre, mais un simple regard sur l'histoire du passé, c'est ce que fait d'ailleurs Ousmane lorsqu'il s'intéresse sur « c'était mieux avant », nous permet de voir malgré tout qu'on vit une époque moins raciste, moins misogyne, moins violente que toutes les époques du passé. Donc la norme, malgré tout, aujourd'hui, est un peu moins oppressante, oppressive que par le passé, il me semble. Il n'empêche que on est tous dans une forme d'autocensure par rapport, je parlais du regard des autres. Donc on a tendance à lisser nos comportements, à lisser nos discours, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur d'être mis à l'écart, parce qu'on a envie d'être aimé. Donc la norme, on est tous dans cette recherche finalement d'être invisible. Être dans la norme, c'est être invisible. Et être invisible, c'est plus confortable. Et puis, il y a certaines personnes qui ont le courage de sortir de cette norme, de s'affranchir de tous les aspects de la normalité. Ce sont des gens qui, moi, me fascinent. Quand je parle de Michel Houellebecq, je pense que Michel Houellebecq est vraiment dans cette idée. Il est hors norme, clairement, et il l'assume totalement. En cela, pour moi, il est assez admirable. Quoi qu'on puisse penser de ce qu'il dit, le fait qu'il existe dans une société me semble très positif. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'en revanche, il y a de plus en plus de groupes de pression qui veulent empêcher certaines personnes de s'exprimer, de parler, au nom de normes qu'ils veulent imposer. Ça c'est inquiétant. On a parlé au début du fait qu'on veut interdire à certains comédiens de jouer certains rôles, à certains écrivains d'écrire certains livres. Dès que la norme devient reliée à des interdictions, là, c'est dangereux. Et on vit une époque où les interdictions reviennent clairement par rapport à ce qu'on pouvait vivre il y a 30 ou 40 ans. Donc ça, oui, je trouve ça assez perturbant aujourd'hui. Qui sont de plus en plus présents, notamment avec Roald Dahl, notamment avec Agatha Christie, avec différents auteurs. C'est aussi un sujet, alors c'est pas un sujet qui est très présent dans le livre, mais au début, en tout cas, vous en parlez au même titre que l'appropriation culturelle. C'est quelque chose qui vous inquiète. Est-ce que vous pensez que ce livre-là, par exemple, pourrait être modifié d'ici quelques années?
Alors, heureusement, en France, par rapport à ce qui s'est passé en Angleterre sur Roald Dahl ou Agatha Christie, tous les éditeurs français ont tous immédiatement dit qu'en France, il était hors de question qu'on aille dans ces dérives-là. Et c'est vrai pour l'instant, c'est vrai qu'on a un rapport assez sacré à, à l'écriture, à l'art, aux auteurs chez nous. Et j'ai pas l'impression que quiconque ici veuille revenir sur ces aspects-là de notre culture. Maintenant, moi, ça m'intéresserait de savoir, de faire lire ce livre à un sensitive reader. Ce serait intéressant de savoir quel serait son retour, qu'est-ce qu'on pourrait me dire là-dessus. Ça m'intéresserait beaucoup. Est-ce qu'un livre comme celui-ci pourrait être traduit facilement en anglais? Est-ce qu'il pourrait facilement être diffusé aux États-Unis? Pas sûr. Ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils en penseraient. Mais par exemple, aux États-Unis, de voir que certains livres sont retirés des bibliothèques, que certains livres sont définitivement rayés des listes des écoles, ça me paraît très inquiétant. Qu'on réécrive Roald Dahl, qu'on change les titres d'Agatha Christie, et finalement qu'on évacue la notion même d'histoire, parce que c'est réécrire l'histoire, c'est réécrire et donc c'est la négation de la culture. C'est ça qui est le plus inquiétant en fait. Et puis c'est aussi une atteinte à l'intelligence de croire que les gens ne seront pas capables de remettre les éléments dans leur contexte. C'est assez troublant cette façon de faire, oui. Avant, puisque Ousmane va se balader dans différentes époques pour vérifier si c'était mieux avant. Et en effet, il va, puisqu'on entend souvent cette phrase-là, notamment dans les médias traditionnels, on entend souvent dans certains polémistes, dans certains journalistes qui en ne le disant pas forcément de manière très claire, mais font sentir que c'était mieux avant. Est-ce que Ousmane va donc conclure ça, vous le découvrirez en lisant le livre, mais quand même, il y a cette notion-là d'une manière très fluide, très intelligente de votre part, d'au lieu de donner une théorie ou une doctrine, vous le faites avec un certain prisme humoristique, mais qui au final est une théorie extrêmement évidente. C'est ça qui prouve aussi ce que vous écrivez, c'est que avec l'humour, vous arrivez à la même conclusion que logiquement tous les êtres humains devraient avoir pris conscience qu'avant, ce n'était pas forcément mieux. Oui. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir cette vision avec une perspective historique. On est tous ancrés dans le présent et on fonctionne par rapport à des ressentis. Quand Julie écrit que le problème, en fait, c'est comment peut-on ne pas être moi? Je pense qu'on est prisonnier de soi. Comme Julie est prisonnière de son corps, on est prisonnier de soi et prisonnier de nos ressentis. Et que on a beau nous donner des chiffres officiels sur la criminalité, des cours d'histoire sur le passé, il n'en reste pas moins qu'on passe notre vie à juger ce qui nous entoure par rapport à nos ressentis. Et je pense que c'est ce qui est le plus dangereux, en fait. On est notre pire ennemi. Des gens qui regardent certaines chaînes de télévision ont l'impression qu'ils vivent dans un monde hyper dangereux, un monde qui s'écroule, un monde qui a aussi des aspects extrêmement beaux. Imaginons une chaîne de télévision d'information continue qui ne diffuserait que les aspects positifs qui existent autour de nous aujourd'hui, telle action positive, telle belle performance artistique, et qui ne diffuserait que des faits réels, des informations quotidiennes, mais qui ne seraient que positives. On aurait un changement complet de rapport à la réalité. Donc, se méfier en permanence de nos ressentis, de nos réactions, de nos réflexes, me semble la seule attitude raisonnable. Et c'est ce que va faire Ousmane en essayant de objectivement observer le passé. Mais on a beaucoup de mal à être objectif parce qu'on est prisonnier de notre cerveau, là, qui n'est pas notre meilleur ami. On a déjà du mal à avoir une information positive dans un journal télévisé. Alors j'imagine toutes. J'aimerais qu'on parle de Félix aussi parce que lui veut devenir humoriste et vous abordez la question du plagiat. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui artiste, pas forcément humoriste, mais vous interrogez l'humour parce que c'est votre domaine. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui artiste sans plagier?
à l'ère où tout est consultable, tout est visible. Finalement, vous prenez l'exemple en effet de Gad Elmaleh qui a été accusé de cela aussi. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette réflexion-là en vous disant, Félix est très inquiet en fait, est très inquiet au moment d'écrire, il ne sait pas si ce qu'il a potentiellement écrit a déjà été fait. C'est une question extrêmement intéressante sur l'art au sens général, que ce soit au cinéma, que ce soit en peinture, en littérature. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que pour vous aussi, vous considérez qu'aucun être humain sur cette terre ou presque n'invente quelque chose? Oui, on a coutume de dire que tout a déjà été dit, que tout a déjà été fait. Après, dès que vous exprimez quelque chose, ça reste le reflet de celui que vous êtes. Alors, l'originalité, elle existe forcément. Maintenant, on verra toujours des liens, tous les gens qui écrivent, qui filment, se nourrissent, sont d'abord des lecteurs, sont d'abord des gens qui voient des films, des gens qui se nourrissent d'art. Donc forcément, on est dans une chaîne continue, on est nourri par les gens du passé. Et le plagiat n'est pas pour moi une préoccupation particulière. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des intemporels dans l'humour. On parlait des types de caractères tout à l'heure. Mado, si on cherche chez Molière, elle y est forcément. Si on cherche chez La Bruyère, elle y est déjà. Mais Mamado, elle est d'aujourd'hui, dans un hôpital aujourd'hui, face à un vocabulaire d'aujourd'hui. Et ce qui va faire sa singularité, ça va être son adaptation au monde d'aujourd'hui. Mais en réalité, les personnages dans tout ce qui est des livres humoristiques, dans les comédies cinématographiques, vous apercevez qu'ils existent depuis l'Antiquité. Ils étaient déjà, non seulement chez Molière à l'époque classique, mais Molière, ses personnages, il est déjà allé les chercher chez Plaute, chez les Latins, et avant les Latins, certainement encore ailleurs, dans des sources que l'on n'aura jamais. C'est l'éternel de l'être humain. C'est ça qui est fascinant aussi chez l'être humain. C'est qu'en fait, il y a un éternel dans les réactions, dans les types de caractères, et comment on a tellement de mal à prendre de la distance avec nos réactions, alors que nos réactions sont déjà dans les œuvres du passé. Tout ce qu'on dit et toutes nos réactions sont déjà décrites par ailleurs, avec leurs conséquences, avec leurs conséquences négatives très souvent. Tout est déjà là et on va replonger dans les mêmes erreurs. À mon avis, la seule façon de prendre bien, c'est d'en rire un peu, sinon c'est trop déprimant. Vous avez des maîtres en la matière, des maîtres de l'humour, et on parlera ensuite du genre de l'humour, parce que j'ai l'impression que ce genre romanesque n'est jamais récompensé par des grands prix littéraires, excepté peut-être l'année dernière l'Interallié avec Philibert Hume, mais excepté là, j'ai l'impression que ce genre-là est mis est banni en réalité de ce qu'est la littérature. Et je trouve ça terrible parce que ça veut dire que tout simplement, l'humour peut faire peur en littérature, ou est-ce qu'il est considéré comme un art mineur? Je n'en sais rien, mais je trouve ça assez terrible de voir que l'horreur est souvent mise en avant, le thriller est souvent mis en avant, même si eux aussi n'ont pas de prix littéraire, mais en tout cas, il est mis en avant. L'humour est beaucoup plus en retrait. J'aimerais que vous nous parliez de ça. Est-ce que vous sentez aussi ce rejet, peut-être, alors je ne vais pas parler de rejet, c'est un peu fort comme mot, mais en tout cas de cette mise à l'écart aujourd'hui? Ça a toujours existé, parce que si vous reprenez là encore Molière, XVIIe siècle, théâtre classique, il y avait la comédie, Molière, la tragédie, Racine, Corneille, et il n'y avait pas de passerelle entre les deux. Si vous écriviez de la comédie, vous ne pouviez pas écrire des tragédies. On n'aurait pas pris ça au sérieux. Si vous écriviez des tragédies, jamais vous ne vous serez rabaissé à vous pencher sur la comédie, parce que la comédie a toujours été considérée comme un art vulgaire, vulgaire au sens populaire, déjà à cette époque-là, et très certainement dans l'Antiquité aussi. Parce que rire, je pense, c'est très bien décrit dans Le nom de la rose d'Umberto Eco. Cette idée que le rire déforme le visage de l'être humain. Le rire nous ramène à l'enfant, nous ramène à celui qui ne sait pas se maîtriser. Ce n'est pas adulte, ce n'est pas responsable de rire. Quelqu'un de sérieux
ne rit pas, quelqu'un de sérieux au sens, je veux dire, position sociale. Et donc, il y a toujours eu une inquiétude par rapport au rire. On pleure tous des mêmes choses. Donc, si vous mettez en scène la mort, si vous mettez en scène la maladie, tout le monde va ressentir la même chose. On pleure tous des mêmes choses, mais on ne rit pas tous des mêmes choses. Et il y a toujours une gêne. Il y a toujours aussi l'idée que si je vais rire de quelque chose, et comme tout le monde ne rit pas des mêmes choses, je vais me dévoiler. Si je ris de quelque chose, on va savoir qui je suis. Et si tout à coup, celui qui est à côté de moi, lui, ne rit pas et me voit en train de rire, il va me juger. Donc c'est très particulier l'humour. Je pense que ça explique cette différence entre un théâtre, une littérature, un cinéma dramatique et d'un autre côté, des tentatives humoristiques. Je dis tentatives parce que là encore, il n'y a aucune œuvre humoristique qui va réunir tout le monde. Tout le monde va vibrer aux mêmes œuvres dramatiques. Par contre, si vous demandez à chacun de faire une liste de livres humoristiques, d'abord, beaucoup de gens seront incapables de vous en faire parce qu'ils vous diront qu'il y a très, 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 très peu de livres qui les font rire. C'est très rare de rire en lisant un livre. Au mieux, on sourit, on est amusé, mais c'est quand même très rare de rire. Et on vous dira ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, d'abord, ce n'est pas un genre très représenté. Et ensuite, ce n'est pas un genre très valorisé, parce qu'à mon avis, trop difficile à saisir, trop difficile à partager avec les autres. Ce qui vous fait rire, vous aurez du mal à le communiquer à quelqu'un qui ne l'a pas perçu comme vous. J'ai même eu, moi, des fois, des gens qui sont venus me voir dans des salons du livre, qui n'avaient pas du tout aimé mes livres, et qui presque étaient agressifs avec moi en me disant « mais en quoi c'est drôle ça ?» Comme s'ils étaient vexés de ne pas avoir ri à un livre dont on leur avait dit qu'il était drôle, comme si ça les remettait en cause eux-mêmes en fait. Donc c'est très très particulier le rapport à l'humour. Alors ça ne m'étonne pas que ça ne soit pas les priorités dans les prix, mais On dit long aussi sur je suis la d'accord. négativité de. Je veux un prix. Exactement. On va tout faire pour. Alors, je me suis très vite emballé sur l'interallié. Du coup, ma première question était sur vos influences littéraires ou cinématographiques ou graphiques, puisque votre frère est un brillant aussi auteur de BD. J'ai beaucoup ri sur ses BD aussi. Et je crois que vous faites des scénarios ensemble. Voilà. Mais vos influences, excepté votre frère, évidemment, mais est-ce que vous avez des influences? Surtout que je suis l'aîné, donc je suis son influence, bien sûr. Exactement. Ne mélangeons pas tout. Hein, voilà. Respectons les hiérarchies quand même. Alors, justement, je me suis amusé dans la nouvelle sur Félix Zac à faire une liste de personnages donc ça. humoristiques qui correspondent finalement à l'univers qui est le mien, finalement. Il y a Balladur dedans. Était cité, bien sûr, Édouard Balladur, qui est quand même une source pour une source extraordinaire d'inspiration, bien sûr. Donc là, vous avez en vrac Michel Audiard, Pierre Desproges, les deux que j'ai mis en premier. Moi, j'ai été bercé par le cinéma de Georges Lautner et de Michel Audiard. Les films que j'ai vus le plus souvent dans ma vie, c'est Les Barbouzes et Les Tontons Flingueurs. Pour moi, c'est des films qui ne se démodent jamais, que je vois toujours avec un plaisir absolu. Donc oui, l'écriture de Michel Audiard me plaît énormément. Alors, dans ces films, j'ai tenté de lire les romans de Michel Audiard et en revanche, je n'ai jamais réussi à adhérer parce qu'en fait, c'est des romans très sérieux au contraire. J'étais très surpris par le ton de ses romans par rapport à son écriture cinématographique. Pierre Desproges, lui, je le place au-dessus de tout. Lui, en revanche, je considère que c'est un grand écrivain, Pierre Desproges, c'est-à-dire quelqu'un qui a un style reconnaissable entre tous, qui utilise le langage d'une façon unique. Et moi, je lis toujours avec énormément de bonheur tout ce qu'écrit Pierre Desproges. Ça me fera toujours rire, je crois. La moindre phrase écrite par Pierre Desproges, je trouve que c'est d'une intelligence en plus extraordinaire, d'une intelligence désespérée. Pour moi, c'est les plus belles intelligences, les intelligences désespérées, comme celle de Pierre Desproges.
les Monty Python, là aussi, j'étais bercé et j'ai grandi avec les Monty Python. Et puis Gottlieb, pour moi, ça a été une joie absolue. La première fois que j'ai été publié en Fluide Glacial, parce que j'ai grandi avec la bande dessinée et Fluide Glacial, Gottlieb, pour moi, c'était le sommet absolu. Donc, participer à cette aventure-là a été une grande joie. Donc, vous voyez, il y a des gens de la bande dessinée, comme Goscinny, comme Gossens, comme Elika, des stand-uppers ou des gens de la scène, comme Guy Bedos, bien sûr, Woody Allen dans le cinéma, ou Albert Dupontel. J'ai énormément de passion pour Albert Dupontel. Il y a beaucoup de gens qui me plaisent. C'est tellement large qu'on a tous de quoi trouver notre bonheur dans l'humour. Ils sont combien? Ils sont 12 moutons. Est-ce que je ne sais pas si c'est un chiffre particulier, mais c'est quand même fort de mettre une couverture. Alors, ce n'est pas une couverture, c'est un bandeau qui s'adosse au livre. C'est quand même une volonté forte de montrer aussi que la moutonnerie, en tout cas le système, est un système où tout le monde suit. Est-ce qu'il y a une envie particulière aussi, à travers la couverture, de mettre les pieds dans le plat tout de suite? Alors là aussi, c'est toujours intéressant parce que les éditeurs, ceux qui font les livres, ensuite, les maquettistes, sont aussi des lecteurs qui vous renvoient leur vision du livre. La couverture, ce n'est pas du tout moi qui l'ai élaborée, elle m'a été proposée. Et donc, le maquettiste, c'est sa vision du livre. C'est ça qui est intéressant. Comment il a vu cet aspect moutonnier et puis le petit mouton rebelle au milieu. Et moi, on m'a proposé plusieurs couvertures et c'est celle-là tout de suite que j'ai trouvée la plus pertinente, qui m'a parlé immédiatement. Là encore, pour moi, c'est un retour de lecteur qui m'a appris quelque chose sur mon livre et qui m'a procuré du plaisir. J'aime beaucoup ce bandeau. Et cette rébellion magistrale du mouton. J'avais une dernière question, sauf si quelqu'un d'autre en a une, et je lui laisse volontiers la parole. Mais sur ce qui va advenir, alors non, il y a deux questions. La première, elle a été posée tout à l'heure dans le chat sur si on devait vous découvrir sur un premier livre, lequel vous conseilleriez? Et ma deuxième question sera sur la suite, parce que évidemment, ceux qui ont lu le livre, vous le savez, il va y avoir un tome 2, ou en tout cas, il est largement suggéré. Il est largement suggéré, je ne sais pas, mais en tout cas, vous mettez l'idée en tête au lecteur et donc forcément, vous créez chez nous un manque déjà évident de Julie. C'est terrible. Ça veut dire qu'on va devoir attendre au minimum un an pour lire la suite et c'est véritablement une tragédie. Et donc, c'était ça ma question. Est-ce que vous travaillez sur un autre projet potentiellement avec votre frère? Est-ce que vous êtes déjà attaché à une autre histoire ou alors sur le tome 2 et peut-être ainsi de suite? Alors, moi, ce que j'aime, c'est travailler sur plusieurs projets en même temps. J'ai toujours beaucoup d'idées, de projets en parallèle. Concernant les histoires courtes, je continue à travailler pour Fluide Glacial. Donc, presque chaque mois, vous avez, enfin, sur 12 mois, vous en avez 6 à peu près, vous trouverez mes nouvelles. Donc, si vous avez envie de lire d'autres nouvelles, par exemple ce mois-ci, dans le magazine Fluide Glacial du mois de mai, il y a une de mes nouvelles qui s'appelle Le Passage difficile, que vous trouverez. Il y en avait une aussi le mois dernier qui s'appelait Le crime de Gérard D, de Gérard Depardieu. Donc, vous apprendrez tout sur l'assassinat que Gérard Depardieu a perpétré sur la personne de Mylène Farmer, mais je n'en dirai pas plus. Je vous laisse découvrir. Application AFP. Je vous laisse découvrir toute la vérité sur ce fait. C'était le mois dernier dans Fluide Glacial. Donc, je continue à écrire des courtes nouvelles. Est-ce qu'il y aura un retour de Julie avec un recueil comme ça? Je ne sais pas du tout pour l'instant. En fait, pour l'instant, c'est la première fois que j'ai un livre qui sort sans être en train d'en écrire un autre. Je n'ai pas de nouveau livre sur la table de travail, parce que depuis 2 ans maintenant, je m'amuse avec une autre forme d'écriture, qui est l'écriture cinématographique. J'écris des scénarios pour le cinéma et pour des séries télé. Donc depuis 2 ans, je suis plongé complètement là-dedans.
comme j'ai exploré des domaines différents, là, je me régale avec cette forme d'écriture, qui est très différente, puisque le roman, c'est l'écriture solitaire, sur de longs mois. Là, l'écriture cinéma, c'est l'écriture collaborative, avec des retours et des interactions permanentes avec réalisateurs, producteurs. Donc, c'est très intéressant. Et normalement, si tout va bien, ma première comédie se tourne à la rentrée de septembre, normalement. Croisons les doigts. Dans le cinéma, c'est toujours compliqué, mais c'est bien parti. Et puis, normalement, 2 autres tournages l'année prochaine. Voilà, là, je suis vraiment impliqué pour l'instant dans des écritures de scénarios. Mais la fiction reviendra, j'imagine. Les formats courts me maintiennent toujours dans cette idée, mais peut-être un roman plus long, un de ces jours. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des anthologies, si Fluide Assad peut faire ça. Alors, il y a 2 ans, il y a eu une anthologie, mais avec plusieurs auteurs de Fluide Glacial. J'avais 5 nouvelles dans le recueil. Ça s'appelle Enfin des bonnes nouvelles. C'est le titre du recueil. Et puis, les autres, c'est dans Fluide. D'ouvrir l'univers JMR. Est-ce qu'il y en a un que vous conseilleriez ou... C'est difficile. Ce qui est très troublant, en fait, c'est que quand je rencontre des lecteurs, systématiquement, le livre qu'ils ont le plus aimé, c'est le premier qu'ils ont lu de moi. Et c'est très étonnant de voir qu'en général, pas toujours, mais en général, ils gardent comme meilleur souvenir le premier. Qu'ils aient commencé par le mystère Sherlock, ou par Prenez soin du chien, ou par l'homme au mar, comme si après, il y avait moins de surprises en fait. Quand vous en lisez un deuxième, vous retrouvez une écriture que vous avez déjà vue par ailleurs, il y a peut-être moins de surprises. À chaque fois, il y a moins de... Et je sais qu'il y a des gens qui sont même déçus par les autres. C'est assez marrant, comme si le plaisir du premier, après, il y avait un plaisir moindre et qu'il y avait une petite déception. Donc, je m'excuse platement pour ces déceptions successives, mais je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à un lecteur qui commence. Il faudrait... Moi, j'aime beaucoup le mystère Sherlock parce que ça m'a beaucoup amusé d'écrire un huis clos comme ça. J'aime beaucoup Le bonheur est au fond du couloir à gauche parce que ce personnage de Michel H m'a énormément plu. J'aime beaucoup Qui a tué l'homme au mar. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup La fin du monde a du retard. Prenez soin du chien, j'aime beaucoup aussi. Et puis Made in China, c'est pas mal aussi. Merci pour cette sélection. Après, je les aime tous. Hein, voilà. Merci pour cette sélection alors militaire. Alors, il y a les romans jeunesse aussi, si vous avez des enfants plus jeunes. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous disiez en effet que certains lecteurs peuvent être déçus de la suite parce que peut-être qu'ils les ont lus aussi de manière trop rapprochée. L'humour, c'est quelque chose peut-être qu'on savoure de manière, de manière isolée, en one shot, et qu'on attend peut-être celui d'après un an plus tard. Je trouve que peut-être. Consommer avec modération, oui. C'est ça. Je pense aussi. Vous avez raison. En tout cas, je conseille celui-ci fortement. Pour moi, c'est un des livres de l'année, clairement. Je trouve que véritablement, vous avez saisi les travers de notre époque avec un humour, évidemment, qui ne va pas vous lâcher. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est surtout très bien écrit. On ne l'a pas dit, mais il y a quand même un style, un sens de la formule qui n'est pas donné à tout le monde dans l'humour. Ce n'est pas toujours évident. En effet, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait peu de livres qui sortaient dans ce genre-là, et c'est vrai. Et des très bons, il y en a encore moins. Alors celui-ci, il est très bon et je suis ravi de vous avoir découvert avec celui-ci. Et je remercie d'ailleurs Jérôme Baleine et Anna qui ont travaillé dessus. Merci infiniment et on embrasse Pascal Gauthier aussi parce qu'on l'aime beaucoup. C'est une super équipe. Merci infiniment. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Hein. C'était un moment très agréable pour moi. Merci pour votre accueil. Merci JM, merci Jean-Marcel. Et je veux bien que vous m'envoyiez la photo de groupe. Bien sûr, évidemment, évidemment. À bientôt pour le prochain. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup Jean-Marcel. À tous.